Alors je vais commencer par des remerciements parce que ça va me permettre de retrouver mes esprits, de faire une petite pause. Donc je remercie à nouveau l'équipe lyonnaise et tout particulièrement Ludovic Payet de m'avoir invité à cette séance 2 sur le projet de codification du droit national privé français. Je n'avais pas pu assister à l'acte 1 parce que j'étais tenue d'une obligation de réserve et je suis donc extrêmement heureuse d'être libérée de ce devoir de réserve et de pouvoir assister aujourd'hui à vos travaux. Je voudrais aussi féliciter l'équipe du Crédip de nous avoir concocté une maquette qui donne une perspective, une mise en perspective de notre projet de codification que je trouve extrêmement intéressante, originale, et qui finalement a conduit chaque intervenant à une analyse très poussée, très approfondie, très fine des dispositions du projet, ce qui montre que finalement cette approche était parfaitement féconde. Alors, la question de la prégnance du droit de l'Union européenne en droit international privé a bien évidemment été au cœur des préoccupations du groupe de travail depuis l'origine et je crois de n'importe quel législateur national d'un État membre. Le législateur est également extrêmement curieux de connaître la liberté d'action dont il dispose dans ce qu'on appelle les interstices, qui revient encore au droit national, et je reviendrai sur cette question, sur ce terme d'interstice. Cette prégnance du droit de l'Union européenne est également l'argument essentiel qui est avancé à l'encontre d'un projet de codification nationale du DIP, parce qu'il ne serait plus temps et parce qu'il n'y aurait plus d'espace, ou parce qu'il ne serait plus possible de coordonner ça de manière suffisamment complète. Aujourd'hui, il n'y aurait donc plus la place pour une codification nationale. Alors, les deux volets qui ont été proposés par les organisateurs de cette demi-journée sont très bien agencés, même si inévitablement, je l'avais remarqué, et tous les intervenants en ont fait également le constat, ça conduit à des chevauchements, on ne sait pas très bien où placer certaines choses, on peut les placer évidemment à tous les endroits, parce que l'influence, elle se manifeste partout, elle se manifeste sur les compléments, elle se manifeste sur la question de la cohérence, elle est partout. Alors, je crois quand même que les deux axes ont permis d'organiser d'une manière très, très constructive les travaux d'aujourd'hui, mais je voudrais ajouter ma petite note personnelle à ces deux axes en vous proposant un troisième volet qui sera la conclusion de mes observations conclusives, c'est-à-dire est-ce que l'on ne peut pas envisager qu'une codification nationale rétroagisse sur le droit de l'Union européenne? Est-ce qu'une codification nationale ne pourrait pas être une source d'inspiration pour le droit de l'Union? Et c'est une question d'ailleurs qui a été abordée par plusieurs intervenants et qui me paraît très importante. Alors j'avais préparé un cadre, je m'étais dit que ce serait pratique, comme ça je remplirais les cases et j'aurais mes observations toutes prêtes, mais les exposés ont été d'une telle richesse qu'ils sont sortis de toutes mes cases et je me retrouve avec beaucoup de feuillets remplis, vous voyez, de la manière la plus désordonnée possible, et je risque donc de ne pas vous faire un exposé parfaitement construit. Il aura au moins le mérite de la spontanéité. Je vais essayer de répondre à un certain nombre des questions ou des critiques de nos orateurs. Je préviens tout de suite que je ne pourrai pas répondre à tout. Je n'ai pas le temps, et puis ça nous emmènerait trop loin. Mais je vais tâcher de répondre à certains points qui me paraissent les plus saillants, les plus caractéristiques. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est la présence des points d'interrogation qu'on trouve un petit peu partout sur le programme. Alors, s'il s'agit de s'interroger sur la compatibilité de notre projet de code avec le droit de l'Union européenne, je crois que là, à part quelques petits points de
harmonies qui ont été relevées par les uns et les autres, le projet est très largement eurocompatible. Et d'ailleurs, on avait d'emblée un quitus donné par Cyril Drissa sur cet aspect du projet. Mais les points d'interrogation pouvaient se référer à d'autres questions. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence? Est-ce qu'on a été parfaitement complémentaires? Est-ce qu'on a suivi quand même totalement l'esprit, etc. Donc on va tout de même retrouver les points d'interrogation au fil de mes remarques conclusives. Je voudrais, avant de répondre donc à nos orateurs, faire une petite remarque préalable sur cette notion des interstices, ou ce qu'un auteur a appelé la grande légèreté de la matière, compte tenu aujourd'hui de la présence tentaculaire du droit de l'Union européenne. Et je vous raconterai simplement une anecdote. La première réunion du groupe de travail à la chancellerie, on a fait l'inventaire de toutes les questions qui ne nous paraissaient pas couvertes par le droit de l'Union européenne et qui devraient prendre place dans un code de droit civil privé français. Et à la suite de ce recensement, qui correspond d'ailleurs presque au plan que nous avons finalement retenu, nous sommes sortis de cette réunion, les uns et les autres, pris d'un véritable vertige devant l'immensité de la tâche qui nous attendait. C'était absolument considérable et notre crainte la plus grande, c'était de dire comment allons-nous y arriver. Et évidemment, on ne pouvait pas y arriver en un an, le délai qui avait été initialement fixé par la chancellerie, mais on se demandait même si on pourrait y arriver en 10 ans, 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle on parle toujours du groupe de travail, mais nous avons dû nous faire aider. Alors d'abord, on a intégré un nouveau membre permanent, Cyril Drissa, qui a été un renfort tout à fait essentiel. Et on a eu aussi, on ne le dit pas suffisamment, le renfort d'un grand nombre de consultants, tous spécialistes, évidemment, éminents spécialistes des domaines dans lesquels ils ont été consultés, et qui ne se sont pas contentés de nous donner un avis, ils nous ont fait des propositions de texte. Alors après, le groupe a rediscuté chaque proposition de texte, mais évidemment, ça nous a fait avancer à grands pas dans ces différentes matières. Je pense au droit des sociétés, au droit des biens, aux relations collectives de travail, etc. Donc il y avait beaucoup de domaines, le régime des actes publics. Donc personnellement, je ne trouve pas du tout la manière légère. Je l'ai trouvé très lourd, le projet colossal. Alors, si je reprends maintenant les interventions d'aujourd'hui, et en suivant le plan, premièrement, l'influence du droit de l'Union européenne quant à l'esprit, quant au respect de l'esprit du droit de l'Union européenne, quant au respect de la lettre. Alors, quant à l'esprit, Sandrine Clavel nous a d'abord parlé, nous a dit qu'elle allait nous parler des méthodes. Elle a salué l'introduction au sein des différentes méthodes classiques du règlement des conflits de loi de la méthode de la reconnaissance. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'actif du projet. Il a été dit que nous avions oscillé entre une exception générale et des consécrations dans des règles spéciales. On en est resté là. Donc il y a effectivement une exception générale et une consécration de la méthode dans des règles spéciales. Il y a une consécration dont on n'a pas du tout parlé, qui pourtant est à mes yeux importante, c'est l'utilisation de la méthode de la reconnaissance en droit des biens et surtout la reconnaissance des sûretés mobilières. Parce que ça, c'est une question qui avait alimenté une jurisprudence extrêmement complexe en droit de civil privé français, et il y a une solution innovante qui se trouve dans le projet et qui utilise la méthode de la reconnaissance. Et cette méthode de la reconnaissance, bon, vous l'avez relevé, on la retrouve dans beaucoup de domaines du droit de la famille, et aussi en matière économique, droit des sociétés, et d'une certaine façon des trusts, même si ce n'est pas exactement la méthode de la reconnaissance, puisqu'il y a un choix, la détermination d'une loi applicable. Mais sur la question de l'exception générale,
nous ne sommes pas allés dans le sens de l'extension, mais au contraire de la restriction par rapport au texte initial. Parce qu'on a été pris de peur en consacrant une exception générale qui, certes, reposait sur des conditions. Il fallait des liens étroits avec le pays de naissance de la situation, il faut une conformité à l'ordre public, pas de fraude, le respect d'une certaine bonne foi, en tout cas qu'il y ait des attentes légitimes des partis. Donc toutes ces conditions, effectivement, viennent restreindre l'application de la méthode. Mais dans cette formulation initiale, ça pouvait viser quand même n'importe quelle situation juridique. Et on s'est dit que là, on pouvait finalement donner au juge le moyen de faire exception à n'importe quelle règle des DIP en invoquant une reconnaissance d'une situation juridique. C'est la raison pour laquelle on a préféré limiter l'utilisation de la méthode de reconnaissance la situation avait été constituée ou constatée par un acte public, ce qui restreint beaucoup le champ. Alors, pour continuer sur les méthodes, j'ai été assez surprise d'une remarque et d'une critique même de Sandrine Clavel en ce qui concerne la relation qu'on a voulu établir entre notre code et la convention de la Haye sur les jugements étrangers. Nous, on a voulu répondre à une question qui avait été débattue lorsque tu avais présenté cette convention avec Fabienne au comité de droit social privé. La convention réserve l'application du droit national, mais sans dire si le juge est obligé d'appliquer le droit national plus favorable. Si bien que ça laisse une imprévisibilité totale pour les parties. Alors évidemment, le demandeur, lui, il n'est pas gêné, parce que c'est lui qui va invoquer la reconnaissance, mais le défendeur, lui, ne saura pas si on va lui appliquer le droit national ou le droit de la Convention de la Haye. Donc c'est une imprévisibilité qui est, à mon avis, source de très grave insécurité juridique, et c'est donc la raison pour laquelle on dit que c'était la Convention qui renvoyait au droit national le régime procédural de l'application de cette Convention de la Haye. Nous avons exercé la liberté qui résultait de ce renvoi qui nous était fait par la Convention de la Haye. Et ça me conduit d'ailleurs à une autre remarque, c'est que la Convention de la Haye est totalement incomplète sur tout le régime procédural de la reconnaissance et de l'exécution des jugements. Donc il faut bien la compléter, cette Convention de la Haye. Alors ce qui m'a plus étonné, c'est ton analyse de la Convention de la Haye comme l'expression du droit commun des États membres dans le domaine des effets des jugements rendus dans des États tiers. Alors, je n'ai pas assisté comme toi à toutes les séances organisées à la conférence de la Haye, mais j'ai participé à certaines, et j'ai jamais compris que la Convention de la Haye avait été négociée dans cet esprit par les États membres. Moi, j'ai toujours compris qu'elle avait été négociée comme un moyen de faciliter l'exécution des jugements européens dans les États tiers, parce qu'on sait que beaucoup d'États tiers ne reconnaissent pas les jugements émanant d'autres États. Mais j'ai jamais pensé que cela devait constituer le droit commun européen en la matière. Et je pense tout au moins que je trouve que cette convention présente un certain nombre de défauts. Je préfère largement notre droit commun et je trouve que ce serait une régression de s'aligner sur ce droit commun européen. Alors, j'en viens au propos alors je me souviens de son prénom, excusez-moi, de Yves Vertelmage. Alors là, je dois dire que pendant tout son exposé, j'ai bu du petit lait, j'étais absolument ravie. J'étais un petit nuage. Je trouve que c'était la description parfaite de notre état d'esprit, de notre démarche. C'était exactement ce que nous avons voulu faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un point de vue libéral qui se manifeste aussi bien dans la relation économique que dans les relations familiales. C'est incontestable. Mais, oui, mais, très justement, avec des garde-fous. Des garde-fous qu'on aimerait beaucoup plus solides que ceux qui existent actuellement dans le droit de l'Union européenne. Et c'est la raison, ça fait partie des points que j'évoquerai dans mon troisième développement. Comment améliorer le droit de l'Union européenne, comment se présenter comme une force de proposition, d'amélioration
du droit de l'Union européenne, parce que les garde-fous, franchement, qui existent, ils sont quasiment inexistants actuellement. Notamment au droit des sociétés, on connaît la jurisprudence de la Cour de justice, qui nous parle de la réserve de l'abus de droit, mais qui n'a jamais consacré cet abus dans quelque arrêt que ce soit. Bon, donc je suis d'accord avec tout, ce qui va me permettre de gagner du temps, y compris sur les derniers propos sur la GPA. C'est exactement ça, c'est oui mais, parce que nous avons voulu sortir du tout ou rien. On reconnaît tout, on admet le fait accompli à l'étranger, ou au contraire, on n'admet rien. Ces deux attitudes nous paraissent totalement source de beaucoup d'inconvénients sur le plan juridique, sur le plan humain, et donc nous nous sommes autorisés, même si c'était un des points de dissension avec la chancellerie, à faire œuvre de législation en la matière, et nous y sommes d'autant plus autorisés qu'en réalité, il n'y a que le législateur qui pourra trouver une solution, et ça c'est une conviction personnelle. La jurisprudence ne pourra jamais résoudre ce problème, elle n'a pas les outils nécessaires pour résoudre ce problème. Alors, ensuite, on passe à l'examen, à la confrontation de notre code quant à la lettre. Alors, à la lettre, la première intervention était celle de M. Barba, là aussi, excusez-moi, je ne me souviens plus du prénom. Maxime Barba. Ben là encore, j'ai bu du petit lait. J'étais très très satisfaite d'entendre cette analyse très très fine des mouvements de flux et de reflux. Parce que là encore, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire le point de départ, pour certaines règles, pas pour toutes, mais le point de départ, c'était la règle européenne que nous avons voulu nous approprier et ensuite adapter au contexte, à notre vision du contexte national français. Alors les exemples étaient très bien choisis. L'arrêt Lézardi, c'était effectivement incontestable. Le point de départ, il est français. On le retrouve dans le règlement romain et nous avons voulu de nouveau le franciser avec des conditions d'application propres. Vous avez donné énormément d'exemples. Pour les conflits de procédure, tout à fait d'accord. Alors, ce n'est pas l'influence de n'importe quel instrument, c'est l'influence de Bruxelles 1 bis, puisque c'est celui qui, le premier, a été le plus loin dans l'élaboration du régime de la litispendance et de la connexité, spécialement dans la relation avec les États tiers. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Mais nous y avons ajouté notre petite touche personnelle, avec une exception d'éloyauté procédurale, qui n'existe actuellement dans aucun instrument européen. C'est une innovation, et c'est une innovation qui nous semble parfaitement compatible néanmoins avec le droit européen, si elle pouvait inspirer à l'avenir le droit européen, parce qu'on se retrouve avec des critères très proches de l'abus de droit qui est consacré très régulièrement en droit européen. Alors, sur la question des conditions de la reconnaissance et de l'ajout d'une condition d'incompatibilité, ça c'est une question à laquelle j'étais très sensible. Certains auteurs l'avaient déjà intégré dans les conditions au moins implicites, mais effectivement, ça ne figurait pas dans la jurisprudence, ça a été ajouté, et on peut très bien faire le lien avec le droit de l'Union européenne. Apprécier que vous appréciez l'utilisation du mot exéquatur et sa définition, tout cela est très agréable à entendre. Alors ensuite, nous passons à des critiques un peu plus moins agréables, mais qui peuvent être tout à fait justes, donc on peut aussi les entendre. Et je pense essentiellement à la question du renvoi par extension, qui a été très bien analysée par Marie-Élodie. Et je ne vois qu'une seule explication à vous donner qui va vous révéler un secret de fabrique. Peut-être que certains le savent, mais à l'origine, nous n'avions pas du tout pris ce parti. Nous avions pensé rédiger un droit propre, un droit français
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, sur la loi applicable aux obligations délictuelles et sur le régime général des obligations contractuelles ou délictuelles. Et en élaborant, alors on a même forgé plus de 40 articles sur le sujet, en s'inspirant très fortement des règlements, mais de temps en temps, à la marge, en les modifiant dans un sens qui nous paraissait plus performant. Mais en définitive, on s'est interrogé sur le champ d'application de ces 40 articles qu'on avait forgés. Et on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient finalement s'appliquer qu'au trust, mais non, puisqu'on avait prévu une réglementation sur les trusts, ou à la lettre de change obligatoire et au chèque, quasiment. Alors, une véritable tête d'épingle, 40 articles pour une tête d'épingle. D'où l'idée, non, on va procéder de manière plus simple, on renvoie par extension, tout en réservant la possibilité de dispositions particulières. Mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en penchant sur cette question hier, je me suis aperçue qu'on avait tout retiré avec nos règles particulières du domaine de l'extension. Mais bon, on a peut-être oublié quelque chose, et ça peut servir à ça. Et en tout cas, c'est un article qui permet d'introduire les exceptions qui existent dans les règles particulières. C'est un support, un vecteur vers les règles particulières, qui ne sont pas couvertes par les règlements romains et Rome II. Alors, Rome II, la question est différente parce qu'il y a vraiment des domaines qui ne sont pas couverts, et là, notre disposition, notre renvoi à extension est tout à fait utile. Bon, et puis je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire dire à ce renvoi par extension plus qu'il n'en dit. Il n'y a pas d'extension au-delà du champ d'application du projet de code lui-même. Mais il peut y avoir, évidemment, des incertitudes sur le champ d'application du projet de code lui-même. Alors, tout à l'heure, j'ai dit un petit peu rapidement qu'on avait exclu le droit public, ce n'est pas tout à fait juste, cela a été exclu dans le rapport, l'a mentionné. On pourrait peut-être être plus précis sur cette question qui est très délicate. Et à ce moment-là, ça nous obligerait à définir ce qui relève du droit privé et ce qui relève du droit public, ce que nous n'avons pas voulu faire. La question se pose de la même façon dans le domaine des effets des jugements ou des effets des actes. C'est une question très, très importante, cette question du droit public. Alors j'en viens maintenant au deuxième axe, la question de la codification complémentaire, puis de la codification cohérente. Alors là, les critiques ont été... alors, vous y êtes allés progressivement, hein. Petite critique, puis une critique montante. En ce qui concerne les critiques formulées par Fabienne, je suis d'accord avec un certain nombre de ses remarques. Elle a repris une critique formulée par Pierre Meyer sur le fait que les articles 9 et 14, donc 9 office du juge et 14 application du droit étranger, ne sont pas exclus actuellement par le droit de l'Union européenne et par conséquent devraient parfaitement s'appliquer lorsque le juge est appelé à appliquer le droit de l'Union européenne et s'interrogeait sur la raison pour laquelle nous avions réservé ces articles 9 et 14 à l'application du droit national. Alors, on avait répondu lors de la séance du comité qu'on n'avait surtout pas voulu se mettre en contradiction, même dans le futur, avec le droit de l'Union européenne, sachant que la Cour de justice a toujours cette propension à vouloir attirer vers elle le plus large champ possible et qu'elle s'en donne à cœur joie sur les questions qui relèvent de la théorie générale. Elle l'a fait pratiquement dans tous les domaines. Il ne lui reste plus que cette question-là de l'office du juge de l'application du droit étranger. Je pense que dans l'immédiat, on pourrait simplement préciser que ces deux articles, les articles 9 et 14, ne relèvent pas de l'exclusion de l'alinéa 4 de l'article 1, sous réserve d'une jurisprudence contraire de la Cour de justice. Ça, je pense que c'est une modification qu'on pourrait apporter immédiatement à notre projet. Alors, Fabienne a relevé d'autres points. Comme je suis un peu brouillonne, j'ai plus mes notes sous les yeux.
je n'étais pas d'accord avec toutes ces remarques. Par exemple, sur l'article 17, pourquoi ne pas avoir évoqué le droit de l'Union européenne qui aurait eu un impact sur le régime des articles 14 et 15, pour parler en langage plus clair. Je ne vois pas du tout pourquoi on le ferait de la même façon. Pourquoi on se référerait à l'article 6-2 du règlement bruxellois qui permet aux étrangers domiciliés en France de se prévaloir des bénéfices des articles 14 et 15. Ça, ce sont des dispositions du règlement. Je ne vois pas pourquoi elles figureraient dans la partie codification nationale. Et en ce qui concerne l'évolution du régime des articles 14 et 15, en revanche, nous l'avons totalement codifié à l'article 17. Chaque alinéa de l'article 17 reprend toute la jurisprudence, prière, faire commutal, etc. Et puis la question de la renonciation, etc. En fait, tous les éléments jurisprudentiels du régime des articles 14 et 15 ont été reproduits à l'article 17. Alors j'en viens maintenant aux critiques plus larges et plus vives exprimées par Jérémy et Marc. Et là, je vais dire très franchement que je n'ai pas compris. Je n'ai compris aucune de ces critiques. Les critiques ponctuelles ou les critiques plus générales. Les critiques ponctuelles, alors c'est toujours agréable qu'on nous dise qu'on a élaboré des choses intéressantes en matière de procédure, en matière familiale, en matière de biens, on pourrait ajouter en matière de société, etc. Mais que ça reste imparfait, incomplet, non. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun domaine non couvert par les règlements de l'Union européenne ou par d'autres instruments de l'Union européenne qui n'ont pas été traités dans le projet de code. Et lors de la séance du comité de DIP, on nous a reproché de ne pas avoir traité de la fiducie. Alors là encore, ça m'a d'une certaine façon amusé parce que nous avions prévu plein d'articles sur la fiducie qu'on a fait disparaître parce qu'on s'est aperçu que c'était couvert par le règlement Rome 1. À quoi on m'a répondu, mais non, ça c'est la fiducie contractuelle, pas la fiducie patrimoniale. Alors bon, sur le moment, j'étais un petit peu interloquée, je me suis renseignée, la fiducie patrimoniale, c'est la fonction patrimoniale de la fiducie reste un contrat, et au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, le contrat de fiducie doit relever du règlement Rome 1. Donc ça c'est un point qui, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas défaut dans les parties complémentaires proposées dans d'autres projets. Jérémy a critiqué la règle de compétence sur le domicile en nous disant qu'il ne voyait pas en quelle hypothèse ça s'appliquait. Ben si, ça s'applique quand on n'est pas dans le champ d'application d'une règle de compétence d'un instrument de l'Union européenne, par exemple, contentieux du droit des sociétés, qui n'est pas couvert par Bruxelles. Et là, on a besoin d'une règle de compétence, et on en a tellement besoin qu'on a défini le domicile spécialement lorsque la règle de compétence est utilisée soit par, soit contre une personne morale. De même, les clauses attributives de juridiction, bien sûr, il y a le règlement Bruxelles bis, il y a la Convention de la Haye, mais il y a toutes sortes de clauses qui échappent au domaine d'application de ces deux instruments. Si la clause désigne les juridictions d'un État tiers, si aucune des parties n'est domiciliée dans un État membre, et si l'État tiers en question n'est pas signataire de la Convention de la Haye, eh bien on est dans le cadre du droit commun. Alors c'est vrai que peut-être que progressivement ce domaine va se réduire avec l'extension du champ d'application de la Convention de la Haye, mais vous savez quand même que les entrées en vigueur conventionnelles prennent beaucoup de temps, voire parfois des décennies, donc nos dispositions, si elles sont adoptées, auront peut-être la possibilité d'être appliquées avant cette extension des instruments supranationaux. Alors ça, c'était pour les critiques ponctuelles. La critique plus générale, alors là, je l'ai encore moins comprise. La nécessité de prévoir des normes unilatérales pour définir les points que le droit français entendrait, enfin que la France, dans sa compétence normative, entendrait faire régir par son code de droit des affaires privées. Alors à ma connaissance, toute question qui n'a pas fait l'objet, qui n'a pas été soustraite au domaine de la compétence normative d'un État, relève naturellement de sa compétence. Donc on a effectivement
les conventions internationales, on a les règlements européens, mais tant que ces instruments n'ont pas retiré du domaine général de compétences d'un État question juridique, l'État exerce naturellement sa compétence. Et donc pour nous, naturellement, on ne s'est même jamais posé la question. Tout ce que le droit de l'Union européenne, les conventions de la Haye n'avaient pas retiré du champ, du domaine du droit national, relevait bien évidemment de la compétence normative française. Alors après qu'il faille placer ça dans un code ou dans une loi, c'est pas du tout tranché actuellement. On parle tout le temps de projet de code, mais la chancellerie n'a absolument pas tranché, et si jamais c'était présenté devant le Parlement aurait encore son mot à dire sur la question de savoir s'il faut un code ou une loi, et s'il faut une loi unique ou s'il faut une loi intégrée dans divers codes. Je crois que ces questions sont toujours en suspens, elles n'ont pas été tranchées parce qu'il ne nous appartenait absolument pas de les trancher. Nous, on souhaite un code dans le sens où on veut réunir dans un même instrument toutes les facettes, compétences, conflits de loi, effet des jugements, effet des actes, dans un même instrument. C'est en cela qu'on utilise le mot code. Mais pour nous, ça n'a pas une vision, ça n'a pas une résonance systémique comme celle que vous lui prêtez. Et à l'inverse, le droit de l'Union européenne, et vous l'avez très bien dit l'année dernière, ça n'est pas un système de droit. Et le droit de l'Union européenne, la compétence, c'est une compétence d'attribution, domaine par domaine, et à ma connaissance, il n'y a pas une compétence générale de l'Union européenne en matière de droit international privé. Voilà. Donc, j'avoue qu'on pourra peut-être en discuter ultérieurement, mais j'ai vraiment pas compris cette critique. Alors, dernier point, les questions de cohérence, vous avez relevé de manière extrêmement précise, très intéressante, les points d'harmonie, les points de singularité irréductible, les points de disharmonie, et aussi des malfaçons, hein, pour dire les choses plus simplement. Il y a certainement des choses à corriger. Là, je ne peux pas tout reprendre. Je ne suis pas d'accord absolument à 100% avec toutes les critiques, mais je crois qu'il y a un certain nombre de critiques justifiées qu'il faudrait peut-être reprendre. Par exemple, sur la question de l'accord procédural en matière de divorce, bon, effectivement, c'est divorce, c'est pas accord. Et viser le règlement Rome 3, je suis d'accord avec vous deux, c'est mieux, puisque finalement, c'est ça l'instrument qui nous a inspirés. Autant le dire tout à fait clairement. Alors, je voudrais maintenant en venir au troisième point que je voulais évoquer avec vous. Le droit de l'Union européenne ne pourrait-elle pas puiser dans une codification nationale des sources d'inspiration? Moi, j'y vois l'un des intérêts majeurs d'une codification nationale. Et à cet égard, je citerai quand même celui qui était à l'origine de ce projet de codification, Nicolas Castel, qui travaillait à la chancellerie et qui pendant des années, pendant 20 ans je crois, a négocié tous les instruments européens et internationaux. Et il a eu cette idée de lancer un projet de codification parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas audible dans les discussions internationales et européennes, parce qu'il n'avait pas de code sous la main. Et quand il voulait défendre une position française, une jurisprudence, une interprétation doctrinale, non, ça ne portait pas. Et tous les autres États membres, parce qu'ils ont tous un code, hein. Nous on ne peut pas en avoir, on ne sait pas pourquoi, ça fait 70 ans qu'on nous dit que c'est impossible d'avoir un code de l'EIP, mais tous les autres ont, y compris en Europe, ça pose aucun problème, et ils sont beaucoup plus percutants que nous dans les négociations internationales. C'était ça l'objectif de Nicolas Castel, il faut le rappeler en faisant hommage par là même à Nicolas. Je vois aussi un autre objectif d'une codification nationale, c'est moderniser notre DIP, parce que nous nous sommes aperçus. Parce qu'au départ, notre lettre de mission, c'était la codification quasiment à don constant. Hein. Codification de la jurisprudence française. Il ne s'agissait pas de bâtir le plus beau DIP du monde. Hein. C'était codifier la jurisprudence, avec la possibilité de temps en temps d'innover. Et nous nous sommes aperçus de plus en plus, sur chaque question, qu'il y avait non seulement des problèmes d'interprétation de la
jurisprudence, mais il y avait besoin de moderniser cette jurisprudence. Il fallait changer beaucoup de règles, et on a eu la modestie dans tous nos commentaires de ne pas trop souligner les innovations, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'innovations dans ce texte. Et donc je le dis très clairement, très franchement, avec mes mots, je pense que la doctrine française qui s'oppose, non pas à ce projet-là, mais par principe à une codification française, se tire une balle dans le pied. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Alors, quelles sont les deux pistes de réflexion que l'on pourrait ouvrir à partir de ce projet de code, mais en élargissant la réflexion au niveau européen? J'en vois deux. Une réflexion sur la spécificité des relations avec les États tiers. Ça, c'est quelque chose qui a été en permanence dans nos esprits. Et une réflexion sur des besoins spécifiques de certaines institutions. Alors, la spécificité des relations avec les États tiers, c'est pas difficile de comprendre que dans le monde dans lequel on vit, il y a plus de la moitié des États qui ne partagent ni notre idéal démocratique, ni nos valeurs fondamentales protégées par nos instruments de droits humains. À partir de là, est-ce qu'on met ça sous le tapis en se disant, nous, on doit faire de la coordination internationale des solutions et jamais aucun privilège de quoi que ce soit? Ou est-ce que l'on veut avoir une vision un peu plus pragmatique, aussi bien sous l'angle de la protection des citoyens, des droits fondamentaux, à laquelle pourtant on est très attaché par ailleurs, et aussi la protection des entreprises qui sont totalement absorbées par cette compétition internationale sauvage qui s'exerce souvent au travers de moyens juridiques. Alors, la position du groupe, elle a été très claire, elle a été unanime. Nous avons préféré une position pragmatique. Et sur chacune de ces questions, c'est toujours le point de vue pragmatique qui doit porter sur le point de vue dogmatique. Alors, on nous dit, mais on ne peut pas tresser de ligne de partage entre les relations entre les États tiers et les États membres. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que finalement, si on prend les règles de compétence, le règlement Bruxelles bis nous offre vraiment la méthode à suivre. Si tous les critères de compétence qui ont été définis par l'instrument, enfin plus exactement, si ces critères ne convergent vers aucun État membre, il me semble qu'on peut penser qu'on est effectivement dans une relation avec un État tiers. Pourquoi? Parce que ces critères de compétence ont été pensés à partir des liens les plus significatifs. Ça veut donc dire, si aucune juridiction européenne n'est compétente, qu'il n'y a peut-être pas de lien très significatif avec l'Union européenne. Et on pourrait donc considérer, comme le fait le règlement Bruxelles bis, qu'on est dans des relations avec les États tiers. Pour les conflits de procédure, c'est évident, on a le modèle de Bruxelles bis. Les jugements émanant des États tiers, c'est également très facile. Pour le conflit de loi, c'est plus compliqué, puisqu'on a pris l'habitude d'avoir des conventions et règlements à champ d'application universel. Et ça va être difficile de revenir là-dessus. On peut néanmoins se poser la question. Et on peut adapter certaines règles, comme par exemple celle du renvoi, comme sur le modèle du règlement succession. Parce qu'on voit que le renvoi exercé par la loi tiers à la loi d'un État membre, ça peut être intéressant. Et puis, j'en viens quand même à la source d'inspiration. Pourquoi on a maintenu le privilège de nationalité, même si on n'utilise pas le terme? Et parce que nous sommes convaincus qu'actuellement, le fort de nécessité tel qu'il est conçu dans les instruments européens n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il ne protège que celui qui est exposé à une injustice procédurale. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a parfaitement une juridiction d'un État tiers compétente qui ne demande qu'à exercer sa compétence. Mais on sait que cette juridiction d'un État tiers va appliquer un droit matériel, pas une règle de DIP, un droit matériel qui sera fondamentalement discriminant à raison de la religion, à raison de l'ethnie, à raison du genre. On le sait. Et donc, par exemple, une question de garde d'enfants à Dubaï, si les deux parents sont musulmans, on applique la charia. Et ça ne souffre pas la moindre discussion. Donc à partir du moment où on connaît cet état des relations juridiques internationales,
nous, on pense dans l'immédiat, à titre conservatoire, maintenir les articles 14 et 15 sous la forme nouvelle de l'article 17. Mais on pourrait très bien abandonner ce renvoi aux règles du droit national si les instruments européens reconsidéraient la conception du fort de nécessité et prenaient en compte l'injustice de droit matériel à laquelle serait exposé le justiciable d'entreprise. Mais j'en ai eu une petite discussion rapide avec Andrea Bonomi là-dessus. Il me dit abandonnez d'abord vos articles 14 et 15. Ben non, c'est dans le sens inverse. Que le droit européen se réforme et nous protège, et nous abandonnerons nos règles nationales protectrices. On peut faire la même observation pour notre nouveau droit de prélèvement. Alors, je reconnais que l'alinéa 1 n'est pas du tout nécessaire. Il a une fonction pédagogique qui n'est pas non plus totalement inutile, mais surtout il a pour fonction de donner beaucoup plus de force à l'alinéa 2. Et on sait combien le droit de prélèvement a été critiqué dans sa dernière mouture législative. Nous nous sommes efforcés, je suis étonnée qu'on n'en ait pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce que c'est vraiment un exemple où nous avons voulu rendre compatible une institution nationale avec le droit de l'Union européenne. Et moi, ce que je propose, c'est que le législateur européen s'empare du droit de prélèvement pour en faire un mécanisme compensatoire à introduire dans le règlement succession. Alors maintenant, très rapidement, excusez-moi, je suis peut-être un peu longue. Réflexion sur les besoins spécifiques. Je voudrais aborder deux questions qui me tiennent également à cœur, le divorce extrajudiciaire et la filiation d'intention. Le divorce extrajudiciaire, j'entends bien qu'avec la jurisprudence récente de la Cour de justice, ce divorce va relever d'un instrument au moins, le règlement Bruxelles 2 bis ou Bruxelles 2 ter. Bien. Mais pour autant, est-ce qu'il faut appliquer règlement Rome 3 ? D'accord, on peut dire qu'il y a un lien nécessaire entre l'application des deux instruments. Mais allons encore plus loin. Si on veut appliquer le règlement Rome 3 à un divorce extrajudiciaire, est-ce que les règles prévues en matière de divorce dans le règlement Rome 3, qui n'ont jamais été pensées pour un divorce extrajudiciaire qui de toute façon n'existait pas à l'époque, est-ce que ce sont les bonnes règles ? C'est ça la question qu'on pose. Et si l'on pense qu'il y a un lien absolument nécessaire entre le fond et la forme d'un divorce extrajudiciaire, il faut une règle particulière, parce qu'on ne peut pas appliquer une autre règle que le droit français au divorce extrajudiciaire à la française. Et ça doit être la même chose pour les autres formes de divorce extrajudiciaire. Voilà, donc faisons preuve d'imagination et que le législateur européen... Il faut sortir, c'est ça ? Si tu veux avoir ton train, oui. Et les filiations d'intention, pareil. Si le législateur européen veut s'emparer du sujet des filiations, personnellement, je n'y serais pas très favorable, mais enfin bon, si la machine est lancée, qu'on pense à la spécificité de ce type de filiation qui s'élabore à partir d'un projet parental, un engagement de parenté, et ce mode d'établissement en droit interne spécifique doit imprimer aussi une règle de droit social privé spécifique, parce que appliquer la loi nationale de qui, que ce soit l'enfant, la mère, le père, qui on veut, ça ne résoudra jamais les problèmes particuliers de la filiation d'intention. Et si on parvenait ainsi à inspirer les législateurs, on aurait vraiment réussi notre synergie avec des enrichissements réciproques du droit de l'Union européenne et du droit national. Merci.